Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Silex. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je vous propose qu'on attende juste quelques instants que les dernières personnes se connectent. Pour information, comme la petite voix au début l'a dit, le webinaire est enregistré et on vous transmettra le replay en début de semaine prochaine. Il y a également la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat et on prendra toutes vos questions à la fin du webinaire. Alors, je vous propose qu'on commence sans plus attendre. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Kyriaki. Je suis avocate de formation, cofondatrice et CEO de Exnuk Intelligence et je suis également chargée de cours à l'université de Neuchâtel. Je suis une des cofondatrices. L'autre cofondateur, c'est Thomas, qui est notre CTO, donc le chef de l'équipe technique. C'est quelqu'un qui a un background très important dans l'intelligence artificielle depuis longtemps, bien avant que ça devienne connu, à l'époque où tout le monde le prenait pour un fou quand il parlait d'IA. Et aujourd'hui avec nous dans ce webinaire également Valentin, qui est notre chef des ventes. Alors, une étude a été faite par Thomson Reuters qui indique que les professionnels du droit passent énormément de temps à effectuer des tâches répétitives. Comme vous le savez très certainement, la recherche juridique fait partie de ces tâches qui sont chronophages. Alors, en général, les gens essayent l'IA et jusqu'à une question sur trois est fausse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote, mais 2 ans en arrière, un avocat new-yorkais avait été sanctionné par une autorité fédérale pour avoir cité 6 jurisprudences qui étaient fausses, toutes inventées par ChatGPT. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé que dans l'IA, en droit, l'IA n'a pas un problème de modèle, mais a un problème d'infrastructure. Pourquoi? Parce que l'IA dans le domaine légal aujourd'hui est construite sur des fondations qui ne sont pas solides. On est face à de la donnée qui est fragmentée, des sources qui ne sont pas structurées et finalement à des modèles génériques qui sont déguisés comme des outils spécifiques pour le légal alors que ça reste des modèles génériques. C'est-à-dire qu'il y a des hallucinations, il y a des problèmes de confidentialité et de respect du secret professionnel et en tant que professionnel du droit, on ne peut pas faire confiance à ces outils. Donc notre position a été de se dire, plutôt que de construire un autre outil IA, on va entièrement reconstruire cette fondation. Et Silex est cette infrastructure, c'est-à-dire oui, ce niveau d'infrastructure pour la connaissance juridique. C'est-à-dire qu'on peut voir Silex comme un système où les connaissances juridiques sont structurées, sont validées, tout est entièrement traçable et on a quelque chose qui va vraiment respecter le raisonnement juridique et pas simplement la génération de texte. Contrairement à d'autres IA qui justement sont des wrappers d'une IA générique, nous on a construit une architecture qui est dédiée à la performance juridique. Donc on contrôle toute la stack technologique, on a des bases de données qui sont propriétaires, des modèles propriétaires, et c'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de LLM, de fine-tuning de LLM. Ce qu'il faut savoir chez nous, c'est que le LLM c'est une toute petite partie qui vient à la toute fin du processus et c'est uniquement ce qu'on utilise pour reformuler. Tout le reste, tout ce qui vient avant, c'est là où on met vraiment tous nos efforts. Donc on a des méthodes de pré-processing qui sont brevetables parce qu'elles ont un caractère qui est suffisamment innovant, un moteur de recherche et différents modèles. Sans vous noyer dans les détails technologiques, sur certains modèles, on a augmenté la performance, qu'on appelle le recall, de 51% à 87%. Donc c'est un gap qui est énorme, et vu qu'on est dans un domaine où la dimension qualitative est clé, c'est ce genre d'optimisation qui font toute la différence. Donc aujourd'hui, on aime dire que notre output, donc les réponses de Silex, ne sont pas simplement probablement correct, probablement au sens statistique, parce que l'IA fonctionne selon les statistiques, mais c'est vraiment quelque chose qui est legally reliable, c'est-à-dire qu'on peut faire confiance d'un point de vue juridique. Un autre point important, c'est qu'on offre également des silos à côté de Silex. Donc quelques mots rapides sur les silos. On s'est rendu compte que les départements juridiques et les cabinets d'avocats avaient énormément d'expérience accumulée au fil des années, expérience/données, et que la plupart du temps, les données ne sont pas utilisées, pas du tout ou trop peu. Donc avec les silos, on va vous permettre de transformer toutes ces données internes en un actif stratégique et vraiment de mettre à profit toutes ces connaissances accumulées.
Très rapidement également, aujourd'hui, Silex est utilisé par plus de 800 cabinets d'avocats, études de notaires, entreprises en fait au sens large avec des départements juridiques, notamment aussi des banques et des assurances. On a un très grand nombre de sources juridiques qui est indexé, traité et structuré, et c'est un nombre qui est en constante augmentation. Notre but, comme vous l'aurez compris, c'est de vous faire gagner du temps sur la recherche juridique et aussi de vous faire économiser de l'argent sur d'autres abonnements parce que finalement c'est vrai qu'il y a plusieurs plateformes à disposition et le but, c'est que vous puissiez faire tout votre travail sur Silex. On a la chance d'avoir un feedback client qui est vraiment excellent. On a l'ancien procureur fédéral adjoint de la Confédération qui nous dit être bluffé par la qualité des réponses de Silex, qu'il compare à des avis de droit de professeurs universitaires. Donc voilà, jusque-là, on est très content et on espère que vous le serez aussi. Sans plus attendre, je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet et je vais passer le micro à mon collègue Valentin et je vais moi-même mettre ma casquette d'avocate. Valentin, tu es en mute. Ça marche. Bonjour tout le monde, à tous. Je m'appelle donc Valentin Séchaud, responsable des ventes pour la partie suisse allemande et suisse romande. Et donc c'est un plaisir d'être ici avec vous pour vous montrer un petit peu l'outil. Et c'est un plaisir aussi d'être ici avec toi, Kyriaki, pour t'aider à résoudre ton cas aujourd'hui. Plaisir partagé, Valentin. Merci. Écoute, ça tombe bien parce que j'ai des clients qui sont venus me voir. Je représente un jeune couple qui a acheté en mars dernier un Mhm. appartement neuf en 4 pièces et demie en PPE à Neuchâtel, résidence Les Terrasses du Lac, auprès d'un Ok. promoteur qui s'appelle Lac Promotion. Jusqu'ici, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien jusqu'à l'entrée en jouissance dans le bien par mes clients, où là, ils ont commencé à constater des infiltrations d'eau dans le salon, des fissures, des problèmes Ah d'isolation ah. thermique importants avec l'appartement du dessus. Et ils veulent agir. Et le problème, c'est qu'en fait, en relisant leur acte de vente, je suis tombée sur une clause d'exclusion et de cession de garantie qui est assez élaborée. C'est 20 Mhm. alinéas, c'est clause 4.1 à 4.20. Ok, ok. D'une part, cette clause, elle exclut toute garantie du vendeur, et d'autre, Mhm. elle leur cède les droits que le promoteur détient contre les constructeurs. Alors, la Mhm. notaire, elle a bien fait son travail, elle les a rendus attentifs à la portée de la clause, donc tout est en ordre à première vue. Mais là où je me pose des questions, et c'est pour ça que peut-être tu peux m'aider, c'est que le Ouais. promoteur-vendeur et l'entreprise générale qui a réalisé les travaux, c'est la même société. Ah ah. Ouais. En fait, LAC Promotion SA a vendu et elle a aussi construit. Et donc, mes clients, ils se retrouvent face à une entité qui, d'un côté, s'exonère de sa responsabilité de vendeur et de Mhm. l'autre, leur cède les droits contre elle-même. Alors, est-ce que cette clause, elle tient debout? Est-ce que mes clients, ils peuvent encore agir? Contre qui? Sur quel fondement? Là, j'aurais besoin d'une analyse solide et mes clients, ils viennent me voir dans 2 heures. D'accord. Alors, il n'y a pas de problème, que des solutions, on va s'arranger pour résoudre tout ça. Alors, il y a deux façons de procéder. D'un côté, j'aurais pu écrire tout ce que tu viens de me dire dans l'IA, ou ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est on peut essayer de réduire ça à la question juridique centrale qui découle de tous les faits. Et si j'ai bien compris de ce que tu m'as dit, la question juridique qui se pose, qui reflète un petit peu tout ce que tu viens de me dire, c'est la question suivante. La clause d'exclusion et de cession de garantie figurant dans l'article 4 de ce fameux contrat empêche-t-elle les acquéreurs d'une PPE d'agir en garantie pour les défauts de construction contre l'entreprise générale lorsque cette entreprise générale est juridiquement identique au promoteur vendeur? Est-ce que c'est ça? Écoute, je pense que ça résume assez bien la situation. Parfait, super. Il me manque encore une chose, du coup. Est-ce que tu peux m'envoyer le contrat en question, s'il te plaît? Comme ça, il sait de quoi on parle quand on dit l'article 4. Voilà, t'as dû le recevoir dans ta boîte mail. Marche, laisse-moi regarder vite fait. Contrat de vente. Et effectivement, je suis en train de l'ajouter. Alors, on va regarder ça. On va regarder ce contrat. On va regarder ce contrat vite fait. Mhm, ça marche. Alors, donc, le voici ici. OK, le fameux contrat de vente immobilière entre les sous-signés. D'accord. Je préambule. Ça marche. Et puis, si on scrolle. Ah ouais, il y a effectivement. Attends, je scrolle un peu en haut. Et Elle est très longue. effectivement, ce fameux article. Ah ouais, ce fameux article 4. OK, avec l'exclusion et cession de garantie. Nanana. OK, OK. Là, je vois tes 20 alinéas. OK, c'est tout bon. Donc, j'ai ajouté ce contrat sur Silex. On va retourner ici.
Mais voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que vu qu'on se trouve dans le canton de Neuchâtel, et qu'en particulier la jurisprudence hein, du canton de Neuchâtel va être pertinente, ce que je vais faire, c'est qu'en plus de la loi et de la jurisprudence fédérale, je vais sélectionner le filtre cantonal Neuchâtel, ici en bas à gauche, et ensuite Ah, on super, va comme ça, je lancer Silex. pense cantonale, parfait. Exactement. D'ailleurs, bon, c'est peut-être pas forcément pertinent dans ce cas précis, mais peut-être pour une autre question juridique dans le futur. Comme tu vois ici, tu peux aussi sélectionner des données supplémentaires. Donc, par exemple, tu as les publications de l'administration. Donc là-dedans, il y a les publications de la FINMA ou les circulaires fiscaux. Tu as aussi les pages web suisses, les publications de la Cour européenne des droits de l'homme et la doctrine, donc extraite des commentaires du tribunal fédéral et le commentaire en ligne, juste pour que tu saches. Donc, par exemple, les blogs juridiques qui se trouvent sur Internet, en cochant la case web, je pourrais y accéder. Exactement, c'est exactement ça. Parfait. D'accord. Donc, comme tu vois, Silex, vu on combine ben, cet aspect tech et l'aspect juridique dans notre équipe, tu vas voir que dans la réponse, il suit vraiment ce raisonnement juridique. Donc, dans un premier temps, il va s'assurer qu'il a bien compris le cas. Donc, il va nous parler, voilà, quels sont les faits pertinents, quels sont les enjeux juridiques. Puis évidemment, le point qui rend, on va dire, cette affaire particulière, c'est que voilà, cette société agit à la fois comme vendresse et comme entreprise générale. C'est Hmm. vraiment ça le point culminant. Donc, dans un deuxième temps, il va nous parler des normes applicables, en commençant par la loi. Donc ici, tu vois, il va nous parler, ok, quels sont les articles de loi qui sont pertinents, tout ici bien au niveau fédéral que cantonal. Donc tu vois, par exemple ici, l'article 199, tu vois la petite pastille, ça me donne une preview du droit fédéral. Et si je clique ici sur accéder à la source, On peut y tu accéder vois ici, alors. exactement, on attend que ça charge. Tu vois, c'est pas moi qui suis en train de scroller, mais tu arrives directement à l'article en question. Ok. Donc on retourne ici, et puis pareil évidemment, pareil pour la jurisprudence, si ça m'intéresse de voir la jurisprudence fédérale en question, pareil ici, je peux aussi accéder à la source, Ah oui, alors ça, et c'est on arrive sur l'arrêt en question. parfait. Donc la jurisprudence dans ce cas-là qui va être importante, c'est évidemment la jurisprudence cantonale. Donc si on va ici, sur jurisprudence, on a effectivement cette jurisprudence ici, qui est un arrêt topique sur le sujet. Tu vas regarder la preview ici. C'est ça qui va être plus particulièrement intéressant et qui va nous aider à résoudre notre cas. D'accord. Donc maintenant, on va voir comment est-ce que Silex va, on va dire, rassembler ses sources pour nous faire une analyse juridique dans un troisième temps. Donc tu vois ici, hein, il va d'abord nous parler de son interprétation du cas. Donc voilà, il va nous qualifier le contrat. Il va nous parler de la portée de la clause d'exclusion et de cession de garantie. Donc ce Mhm. fameux article 4. Par D'accord. ailleurs, si tu veux que je parle d'un aspect en particulier, juste arrête-moi, fais-moi savoir si je scrolle un peu trop vite. Donc là, ici, on a la clause décisive, confirmation par d'autres clauses, etc., etc. Et là où ça va être intéressant, c'est évidemment à la fin, dans un dernier temps, il va nous parler de la conclusion argumentée, qui est catégorisée en deux parties. Dans la première partie, il va nous parler des points d'appui légaux solides. Donc voilà, des conclusions qui découlent de manière naturelle, où il est à peu près sûr. Et il va aussi nous parler évidemment des zones d'incertitude ou des points sensibles. Donc ce sont voilà, les points sur lesquels il faudrait encore élaborer, il faudrait encore creuser. Mais en fait, en conclusion, la conclusion finale qu'il nous donne, c'est la chose suivante. Donc, pour répondre à ta question de manière concise, non, la clause d'exclusion et de cession de garantie qui figure dans cet article 4 du contrat n'empêche pas les acquéreurs d'agir en garantie pour les défauts de la construction contre la société LAC Promotion SA. Mhm. Très intéressant pour moi, ça. Merci beaucoup. Si tu remontes un tout petit peu sur l'analyse, j'aurais voulu voir justement comment il analyse cette clause 4. Et en Celle-là, fait, là. pour l'analyse, ça va à chaque fois être Silex qui va identifier les points qui sont, qui sont pertinents pour être traités. C'est correct? Exactement. Parfait. Et j'ai juste une question. Finalement, Oui. ah, tu l'as uploadé, mais est-ce que vous le stockez? Est-ce que vous le gardez? Ou est-ce que ça reste confidentiel? Où est-ce qu'il part quand je l'envoie? Alors, ce qui est stocké chez nous, c'est rien du tout.
Donc, au niveau du chat, aussi bien les données de chat, donc le texte que j'ai envoyé, que les pièces jointes qu'on y a ajoutées, elles sont stockées uniquement localement, donc sur mon appareil, ce qui veut dire que l'équipe Silex, ils n'ont pas du tout accès à ces données et le secret professionnel est garanti. Et c'est pas non plus stocké à quelque part, donc on l'utilise pas non plus pour entraîner le modèle en fait. Très intéressant, merci beaucoup. Donc si je comprends bien maintenant, et si on va tout en bas, ça n'empêche pas mes clients d'agir. Donc cette analyse, elle est très intéressante, Valentin, merci beaucoup. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je pourrais faire en fait? Alors, plein de choses, plusieurs choses. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est qu'on peut lui demander on peut passer à l'action maintenant. Donc, on peut lui dire, voilà, rédige-moi, je sais pas, un avis des défauts circonstanciés, ou génère-moi une note stratégique en mémo client, en langage clair, quelque chose comme ça. Est-ce que tu Tu veux arrives à... tu veux qu'on essaye? Oui. Par contre, je crois que tu as ton écran qui est un petit peu zoomé, je vois pas tout l'écran. Je sais pas si tu arrives à dézoomer. Comme Parfait, ça? magnifique. Parfait. Je ferme les autres fenêtres. Mhm. D'accord. Alors, par exemple, une question qu'on pourrait lui poser, c'est la question suivante. Je lui dis, voilà, rédige-moi l'avis des défauts circonstanciés à envoyer immédiatement à l'entreprise générale ainsi qu'en courrier de mise en demeure de l'acte promotion SA, mais expressément en sa qualité d'entrepreneur au sens voilà, d'un certain article. Et ce que je me suis dit, on fait tout en même temps, je me dis, ok, ensuite génère-moi une note stratégie, mémo de client d'une page en langage clair. Ok, très Et, chouette. et là, très important, vu qu'on va au-delà de l'analyse juridique, je lui demande pas une analyse juridique, mais c'est vraiment une question qui va au-delà. Je vais lui demander de pas répondre en format classique, comme c'était le cas avant, qui suit notre structure juridique, mais je vais lui demander de répondre dans le format libre, qui, comme le dit le nom, tu vois, là, je peux librement choisir quelle structure donner à ma réponse. Donc là, typiquement, voilà, c'est une requête qui va au-delà de la requête, dans l'analyse juridique. Donc, on va voir ce qu'il nous donne ici. Ok, Et parfait. Et aussi, oui, pardon, je veux pas t'interrompre. J'avais juste une question parce que donc tu m'as montré le mode libre. Avant, c'était le mode classique. Est-ce que vous avez d'autres formats? oui, alors il y a un troisième format dont on n'a pas parlé encore, mais c'est le format brainstorming. Et si tu veux, dans ce format-là, il va nous donner les sources applicables, mais il va pas vraiment nous donner une conclusion. Parce que le but, c'est qu'il te donne des pistes pour que tu puisses arriver toi-même à la conclusion. Vraiment pouvoir brainstormer un petit peu toi-même et on va dire entraîner tes réflexes. Ok, donc ça veut dire que si je reçois un nouveau dossier ou un nouveau cas et que je sais pas trop dans quelle direction partir au début, je peux brainstormer avec Silex. Exactement. Ok, C'est exactement, ça te donne une bonne piste de début. Ouais. super. Je vois qu'il a déjà préparé les documents. Exactement. Donc tu vois ici, donc on va commencer par l'avis des défauts circonstanciés. Donc tu vois, l'avis de défaut envoyé par courrier recommandé, cher Madame, Monsieur, nanana. Et tu vois ici, il se réfère aussi aux sources applicables qui lui paraissent importantes. Donc Mhm. voici ici, il nous parle des différents dégâts. Parfait. Ensuite, tu as ici la mise en demeure pour réparer les défauts, aussi à envoyer par courrier recommandé. Ici, évidemment, aussi avec les sources applicables. Ah oui, avec un délai qui est imparti aussi. Exactement. Évidemment, tu pourras le changer toi, mais c'est lui qui te suggère ça. Mhm. Et à la fin, comme tu as demandé, le mémo stratégique pour ton client. Waouh, donc ça, je peux directement le copier et l'envoyer à mon client. Exactement. Si tu scrolles tout en bas, ici, tu as la fonction copier. Donc, tu peux copier-coller dans un Google Doc ou dans un document Word. Tu peux aussi, si je vais un petit peu plus bas, tu peux carrément télécharger tout le fichier en mode doc ou en mode PDF. Dans ce cas-là, évidemment, doc, vu que j'imagine que tu voudras ajuster certains détails. Mhm. Donc, voilà ce que tu peux faire. Est-ce que c'est utile pour toi jusqu'à maintenant? C'est très utile et je vois que ça peut me faire gagner un temps très très important. Je vois qu'il y a des questions en bas à droite, les suggestions. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. Alors, Silex, basé sur l'analyse, si on revient pour l'analyse juridique, si tu te souviens, il y avait ces fameuses zones d'incertitude. Donc, ce que Silex il va se dire, c'est, entre autres, se servir de ces zones d'incertitude pour te proposer des questions, pour te suggérer des questions, pour justement approfondir certains aspects. D'accord. Et dans ce cas ici, vu que ce n'était pas une question juridique au sens propre, il va simplement
basé sur, on va dire, notre entraînement, il va nous suggérer, voilà, quelles pourraient être les prochaines étapes pertinentes à avoir, ou quelles pourraient être des prochaines questions pertinentes à poser, du style, voilà, quelles sont les conditions pour qualifier la promotion SA d'entrepreneur au sens d'un certain article. Ouais, donc je vois que c'est aussi des questions qui permettent finalement de voir le cas sous un angle différent auquel j'aurais peut-être pas pensé. Exactement. Ça sert un peu d'inspiration. Et avant que tu passes à l'action avec ton cas, J'allais dire, merci pour tout, je vais aller envoyer de ce pas ces courriers. ouais, mais avant que tu passes à l'action, petite question pour toi. Est-ce que ça t'intéresserait de savoir quelles pourraient être les possibles, on va dire, failles de ton cas, de ton analyse, qui pourraient être exploitées par la partie adverse? Ah, donc les contre-arguments, tu dis. Exactement. Oui, alors ça m'intéresse. Allons-y. Alors, allons-y. Alors, allons-y. Donc, ce qu'on peut demander à Silex, toujours encore dans le mode libre, évidemment, vu qu'on va au-delà de l'analyse juridique, je peux lui demander, voilà, maintenant, pense à ce qu'un avocat adverse solide pourrait plaider contre notre position et donne-moi cela sous la forme d'un petit mémorandum. Donc, en gros, voilà, joue-moi l'avocat du diable. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi lui demander peut-être les chances de succès? Oui, d'accord. Alors, on va regarder la réponse et Ah, directement ensuite, on lui dit, OK, basé sur cette réponse, quelles sont les chances de succès ça pour nous marche. donner une petite piste et aussi pour que tu... Alors, voyons voir. Absolument. Endosser le rôle de l'avocat du diable est un exercice essentiel. Nanana, nous y voilà. Donc, tu as le mémorandum interne. À Hmm. Silex, de Silex, qui se considère comme l'avocat du diable. Donc, ça, c'est bien. Donc, ici, tu as ton mémorandum. Tu me dis si tu veux que je zoome sur une partie. Mais voilà, tu as l'argumentaire, l'argument principal et tout, qui serait Mhm. utilisé par ce fameux avocat du diable. L'argument subsidiaire, l'argument procédural, l'abus du droit, et Mhm. conclusion de l'avocat du diable. Voilà, nous voici. Alors, Donc, là, je lis en même temps. ouais, donc il, Intéressant. donc il dit en gros, voilà, notre succès dépendra de notre capacité à convaincre un juge que l'article 4.8 n'est pas une simple clarification, mais bien le maintien d'une garantie primaire et autonome de l'entreprise générale pour la qualité globale de l'ouvrage livré. Magnifique. Est-ce que tu pourrais lui poser la question, ou plutôt lui demander de me donner tout ça sous forme d'un petit mémorandum, et justement de me dire quelles sont les chances de succès de chacune des parties. Je sais que les avocats, on déteste donner des chances de succès, mais je trouve que ça serait intéressant de voir ce qu'il dit. D'accord. Alors tu veux, on commence par la, est-ce que tu veux faire tout en même temps ou est-ce qu'on fait juste d'abord les chances de succès? On peut tout faire en même temps. Tu peux lui dire, donne-moi cela sous la forme d'un petit mémorandum. Donne-moi cela sous la forme d'un petit mémorandum Silex joue l'avocat du diable. Quelles sont les chances de succès de chacune des parties, c'est-à-dire nous et la partie adverse? du diable et quelles sont les chances de succès de chacun des parties, c'est-à-dire nous la partie adverse. D'accord. Donc voilà, pour ça on va demander. Et juste pour que tu saches, ici en bas à droite, tu as une petite, on va dire une petite flèche, une petite pastille. Là, on est en mode rapide. Donc tu peux t'attendre à ce que la réponse elle sorte entre 5 et 10 secondes, disons 5 et 20 secondes. Après, si on est un peu plus patient, tu vas attendre 2 3 minutes. Je peux cliquer sur le mode intelligent. Alors là, en 2, 3, va prendre 2 3 minutes, mais là, il va être un peu plus granulaire, on va dire. Mais Ok, ici, vu que tu as tes clients qui arrivent ben, dans 1 heure et demie maintenant, on va utiliser le mode rapide. parfait. Donc, ici, Ici, on a le mémorandum que tu Mhm. nous as demandé, le mémorandum assez court. D'ailleurs, si tu veux que si le format ne te convient pas ou si tu veux qu'il soit plus élaboré, tu peux évidemment éditer ta question D'accord. à la base. Et ici, tu parles des chances de succès. Donc, il te dit, voilà, ta probabilité de succès relativement élevée, entre 80 et 90%. Il te dit, voilà, là, tes points forts, c'est la lettre du contrat, la jurisprudence constante. Donc, voilà, c'est cet arrêt topique sur le sujet. Mhm. Le rôle de cette entreprise générale. Là, il te dit, ta faiblesse potentielle, c'est voilà, la charge de la preuve. D'accord. Et puis évidemment, en contrepartie, il analyse les chances de succès de la partie adverse, qui sont évidemment de 10 à 20%. Donc, conclusion stratégique, euh, il dit voilà que la probabilité qu'un tribunal te donne raison sur le principe de la responsabilité de l'acte promotion SA est extrêmement élevée. Et il te parle Magnifique. évidemment du risque principal.
et puis il te confirme qu'effectivement, la stratégie qu'il nous a proposée, qu'on a choisie, c'est la bonne. Super, bah écoute, un grand merci Valentin. Je me pose encore deux petites questions. Oui, bien Est-ce que sûr. vous avez des dossiers dans Silex si je veux garder cette recherche quelque part? Oui, oui, bien sûr. Alors, ce que tu peux faire, si Ah tu oui, regardes, si tu voilà. regardes ici à gauche, tu vois l'historique des conversations. Donc, si D'accord. voilà, je veux créer un petit dossier, tu vois ici, je peux créer dossier, je peux créer un nouveau dossier, puis je peux, voilà, madame, voilà, le cas, voilà, Bourquin, il s'appelle, t'avais dit Bourquin, non? Supposons, je peux créer ce nouveau dossier, j'ai mes Bourquins, et hop, je les mets là-dedans. Donc, c'est vraiment drag and drop. Je peux le faire défiler, et puis il apparaît dans le dossier. D'accord, magnifique. Et donc ces dossiers-là sont aussi stockés en local sur mon ordinateur et l'équipe Silex n'y a pas accès, c'est juste? Exactement. Ce qui veut aussi dire que si tu changes d'appareil, mais que tu te logs dans le compte, il y sera pas parce qu'effectivement, il n'est pas stocké dans une cloud. S'il y était, ça voudrait dire qu'il serait stocké dans une cloud, mais il ne l'est pas. Donc c'est pour ça que même si on le voulait, si Silex voulait, il pourrait pas avoir accès à ces données. D'accord, donc ça veut dire que si maintenant je vais sur mon téléphone et je me connecte à Silex, j'aurai pas accès à l'historique parce que c'est vraiment lié à la machine. Exactement. Ça a été vraiment conçu de manière à maintenir le secret professionnel du droit. D'accord, ok. Et puis dernière question que je me pose, est-ce que Oui. il y a de la doctrine sur cette question? Oui, oui, bien sûr. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, si tu veux, tu vois ici, en haut à gauche, c'est marqué recherche des sources. Donc, Mhm. si vraiment je veux voir une source particulière pertinente au sujet, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur recherche des sources. Là, tu m'as dit que c'est la doctrine qui t'intéressait. Donc, Oui. je vais décocher toutes ces cases pour qu'on ait vraiment juste la doctrine. Je décoche les circulaires, la CEDH, et là, on reste avec la doctrine. Et je vais en fait copier-coller la question d'origine. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe avec cette fameuse clause et tout. Et si je regarde ici, qu'est-ce qu'il va nous donner comme doctrine? Donc il nous donne 50 résultats. Et on a, ben, par exemple ici, voilà, je peux cliquer ici. On a voilà, les auteurs on a de Blaise Caron et de Frédéric Krauskopf. La position doctrinale, c'est ce qu'ils nous disent, voilà, à défaut de dispositions particulières dans la convention des parties, la garantie des défauts est soumise aux règles du contrat d'entreprise. C'est l'article qu'on a mentionné avant. En tout cas, pour les défauts affectant les parties communes, seules en jeu ici. D'accord, ok. Et puis, si tu reviens en arrière, ça veut dire que je peux faire une recherche sémantique en copiant ma question, mais je peux aussi faire des recherches par mots-clés. Exactement. Donc là, j'ai carrément copié-collé la question, mais j'aurais pu aussi cliquer sur le tab ici, rechercher par mots-clés, et ben, comme le dit le nom, bon là, j'aurais dû réduire ma recherche, mais j'aurais effectivement juste demandé un mot-clé. D'accord, parfait. Bah, un grand merci, Valentin. Je Ben, remets ça fait plaisir. Silex et j'enlève ma casquette d'avocate. Oui, Je oui. vais juste rebondir sur ce qu'on a dit avant. Donc effectivement, tout est stocké en local. Donc ça veut dire que l'équipe Silex n'a pas accès aux questions que vous posez. Donc tout est stocké en local chez vous. Prochainement, on va donner la possibilité aux utilisateurs qui le souhaitent et qui l'acceptent explicitement de stocker leur historique sur nos serveurs. Ça voudra dire que vous y aurez accès de partout, peu importe sur quelle machine vous vous connectez. Mais pour le moment, comme Valentin l'a dit, c'est effectivement stocké uniquement chez vous. Je vais repartager mon écran pour vous parler rapidement de notre roadmap et des prochaines choses très chouettes qui arrivent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est continuellement en train d'améliorer Silex. On recueille le feedback de manière quotidienne de nos clients. Donc, même vous, à tout moment, si vous avez du feedback tant sur le fond que sur la forme, n'hésitez pas à nous le partager. On le prend très au sérieux et on est à l'écoute de nos clients. Les prochaines fonctionnalités qui vont arriver dans le courant du mois de mai, c'est les silos dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire que c'est la possibilité de mettre vos données sur un espace sécurisé, stocké en Suisse, conforme au secret professionnel, vos données à vous et les connecter à Silex. Ça voudra dire que quand vous allez poser une question à Silex, Silex va vous répondre sur la base de sa base de données, mais aussi sur la base du silo, parce que peut-être, vous ne le savez pas, mais dans votre cabinet ou dans votre entreprise, vous avez un de vos collègues qui avait traité un cas similaire il y a une année en arrière, et justement, en fait, on va mettre à profit toute l'expérience collective de votre entreprise.
Donc les stylos qui vont arriver, la dictée vocale également, où vous allez pouvoir dicter oralement avec votre voix des mémos, des emails ou des notes juridiques. Et aussi plusieurs améliorations au niveau de l'interface et de l'expérience utilisateur, typiquement l'adaptation mobile, parce qu'aujourd'hui on sait, c'est un de nos problèmes, que Silex sur le téléphone n'est pas du tout adapté, voire pas utilisable. Enfin, voilà, il n'y a pas l'optimisation mobile, ça va arriver. Ce qui va arriver ensuite, ça va être le mode premium. Alors le mode premium, ça va être vraiment un grand changement. L'idée, c'est qu'en fait, ça va être une fonctionnalité qui va vous permettre de résoudre des cas. Vous avez un client qui vient vous trouver, il vous donne toute une série de contrats, tout un état de fait. Vous donnez tout ça à Silex et Silex va non seulement extraire une question juridique de l'état de fait comme le fait Silex maintenant, mais le mode premium, ça va être différent. Il va vraiment décomposer et extraire plein de questions et de sous-questions qui font qu'on va vraiment résoudre le cas dans son ensemble. On a aussi un optimisateur de prompt, optimisateur de requêtes qui va arriver. L'idée, c'est que aujourd'hui, quand vous posez une question à Silex, plus de précision vous lui donnez, le mieux c'est-à-dire que plus votre question va être précise, plus la réponse va correspondre à vos attentes. Et aujourd'hui, c'est encore à vous de formuler ces questions. Et dans un prochain temps, on va en fait prendre vos questions et on va nous-mêmes les optimiser pour qu'elles puissent donner le meilleur résultat possible. Et par la suite, de la doctrine aussi qui va arriver. On est en train de collaborer avec les auteurs de doctrine en direct. Donc ça va arriver et plusieurs agents, notamment un agent en droit notarial qui va arriver et ensuite dans différents domaines. Donc voilà pour les prochaines étapes de Silex. Donc stay tuned, comme on dit. Il y a pas mal de choses très sympas qui vont arriver. Je vous propose maintenant de passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait un certain nombre, donc je vais les prendre dans le chat. Alors, voilà, donc il y avait un écho, ça c'est bon, c'est réglé, pas de problème d'écho. En termes de source/data de doctrine, à quoi Silex est-il connecté? Est-ce qu'il synthétise la doctrine à partir de la jurisprudence à disposition ou est-ce qu'il a accès à des sources doctrinales précises? Alors, excellente question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans la base de données Silex? On a tout ce qui est fédéral, cantonal, le communal pas encore, mais ça va arriver. Pour toutes les autorités civiles, pénales, administratives, on a toute la jurisprudence qui est mise à jour en temps réel. Au plus tard, on a une semaine de délai. Pour les lois, c'est pareil, fédéral et cantonal, on a absolument tout. On a aussi une bonne partie de la soft law. Donc, comme disait Valentin tout à l'heure, les circulaires de la FINMA, de l'administration fédérale, de l'administration fiscale, pardon, des commentaires du secrétariat d'État aux migrations, etc. On est vraiment sur une base dynamique. Si vous avez l'habitude de travailler avec certaines sources dont vous avez besoin, vous pouvez nous contacter. Si c'est des sources publiques, on va les chercher très volontiers et on les ajoute dans la base de données. Ça, c'est le côté public. Pour tout ce qui est doctrine, on procède en deux temps. Là, ce que Valentin vous a montré, c'est la doctrine qu'on a extraite des arrêts. Donc en fait, sur la masse d'arrêts fédéraux et cantonaux, c'est vrai qu'il y a déjà un sacré paquet. Aujourd'hui, on a extrait la doctrine dont on dispose indirectement de ces arrêts au niveau fédéral. Et on est encore en train de travailler dessus et si ça fonctionne bien, on va aussi extraire la doctrine du niveau cantonal. Donc c'est vrai que vous n'allez pas avoir accès à l'ouvrage dans son entier, mais vous allez avoir accès à la position. Tel auteur a dit ça ou ça, voilà, donc de manière concise. Donc ça c'est le premier volet et le deuxième volet c'est que on est en train de travailler justement sur, c'est un des projets qu'on va lancer en Q2. On veut se positionner comme une maison d'édition numérisée où on a l'intention de travailler avec les auteurs de doctrine de manière directe pour leur proposer de publier leurs ouvrages directement sur Silex. Alors quand je dis ouvrages, ça peut être des livres, ça peut être des articles, ça peut être également des thèses de doctorat ou des travaux de master qui seraient de bonne qualité. On est en train de mettre en place un comité scientifique qui pourra valider justement la dimension qualitative de ces contenus. Donc j'espère que ça répond à votre question. Question suivante, qu'en est-il du secret en joignant le contrat non caviardé? Silex peut-il le garantir? Alors oui, absolument, c'est d'ailleurs ce qu'on a présenté dans le webinaire. Donc vous pouvez uploader vos documents. Il y a une contrainte aujourd'hui, c'est que le nombre de pages est limité à 10 pages. On sait que c'est très frustrant. On va augmenter le nombre de pages à 60 prochainement.
L'idée, c'est que si on veut avoir vraiment un gros volume, il faudra passer par les silos. Aujourd'hui, c'est encore 10 pages. Donc tout ce qui est uploadé dans cette limite-là et sur la fonctionnalité qui est disponible aujourd'hui, ça sera stocké en local, c'est-à-dire exclusivement sur votre machine. On n'y a pas accès, même si on veut aussi, même si on voulait, on pourrait pas y avoir accès. Donc c'est complètement garanti. Est-ce que Silex s'appuie sur une base de données spécifique? À quelle fréquence cette base de données sera mise à jour? Alors, Silex a construit sa propre base de données juridique et c'est une des choses qui fait la différence. C'est qu'on a vraiment constitué notre propre base de données de sources juridiques qu'on met à jour en temps réel, au plus tard dans un délai d'une semaine. Question suivante, avec quelle base de données Silex travaille, Swisslex ou Legalis, ou à contrario, quelle source? Alors, commentaire, non, on n'a pas on a le online commentaire qui est public. On ne travaille pas aujourd'hui avec Silex ou avec Swisslex, pardon, ou avec Legalis. On est en discussion avec différentes parties prenantes du panorama, disons, maison d'édition. Mais aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel, donc c'est vraiment que notre base de données qui s'agrandit en temps, jour après jour. Et à chaque fois que vous avez besoin de certaines sources, n'hésitez pas à nous le dire parce que notre but, c'est justement de rendre notre base de données la plus exhaustive possible. Je travaille pour une multinationale avec présence en Suisse, mais InfoSécurité n'autorise pas un upload pour des raisons de sécurité réseau et confidentialité. J'ai bien compris que vous ne stockez rien, mais est-il possible de uploading Mais est-il possible de disable the uploading documents? Ah, alors on a eu oui, on a plusieurs institutions, par exemple certaines banques privées, qui demandent de justement disable l'uploading de documents. C'est des discussions qu'on peut avoir et on peut le faire pour vous. Il faut juste prendre contact avec nous et avec notre équipe technique. Voilà. Question suivante. Quel est le meilleur mode pour rédiger un email au client, par exemple? Donc là, c'est clairement le mode libre. Le mode classique, il va toujours respecter cette structure où on va d'abord vous donner les sources à disposition, l'analyse, la conclusion. Et le mode libre, comme son nom l'indique, vous êtes vraiment libre, donc vous pouvez lui demander, voilà, librement tout ce que vous souhaitez. Alors, question suivante, vous dites que les données des échanges ne sont pas stockées. Ces données ne sont-elles tout de même pas analysées ou exploitées? Si oui, sous quelle forme les informations déduites sont-elles stockées et où? Alors ça, vraiment, on ne stocke rien. Les seules choses qui sont stockées sont stockées en local chez vous. Et d'ailleurs, faites attention parce que si vous effacez votre historique ou si vous videz les caches de votre ordinateur, vous aurez indirectement également effacer l'historique de Silex parce que tout est stocké chez vous. Par rapport à votre point sur les contre-arguments, comment garantissez-vous un cloisonnement parfait entre deux parties adverses travaillant à l'aide de Silex sur un même dossier? Alors, on le garantit par essence et par la manière dont l'outil est construit, c'est-à-dire qu'il y a strictement aucune communication et rien qui ne transite par nous. Donc c'est un risque qui est uniquement, enfin même théoriquement, il n'existe pas de par la manière dont l'outil est construit. Question suivante, possible de faire des analyses comparées des matrices et d'exporter dans Excel. Alors, analyse comparée, oui, c'est possible. Des matrices, vous pouvez lui demander de vous faire un tableau. Typiquement, par exemple, pour les chances de succès ou les contre-arguments, on aurait pu là aussi lui demander dans le mode libre de faire un tableau. Aujourd'hui, l'export se fait essentiellement en Word et PDF, pas encore dans Excel. Allez-vous prochainement augmenter la taille des fichiers PDF qui peuvent être téléchargés? Dans ma pratique, c'est un peu le point faible. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, ça me frustre souvent, cette limite à 10 pages. Donc oui, on va l'augmenter, mais dans une certaine mesure uniquement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ça nous coûte beaucoup plus cher de processer un plus grand volume de documents. Donc on va l'augmenter, oui, mais si on veut vraiment pouvoir être complètement illimité dans le nombre de documents, on va passer par des silos. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Silex est en train d'être intégré dans différentes solutions, typiquement Winlex, Forensis, Geste Informatique. Et l'idée, c'est qu'en fait, vu que vous avez déjà vos documents qui sont là-bas, on va pouvoir faire un silo à cet endroit même. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît assez à nos clients. Donc ça fait partie des choses sympas qui vont arriver prochainement.
Alors, comment pouvez-vous vous assurer que les dispositions légales citées soient correctes et que Silex les cite toutes? Alors, euh, de par la manière dont l'outil est construit, de par le travail d'amélioration en continu qu'on fait et de par le testing que non seulement nous, mais nos bêta users font, on s'assure de délivrer un niveau maximal de qualité. Ceci étant dit, on ne va jamais pouvoir garantir. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, Silex est un outil qui est à destination des professionnels du droit qui ont quand même l'obligation de faire un check et de vérifier le contenu. Donc ça c'est la version officielle. Après, c'est vrai qu'en général c'est toujours juste. Il manque rarement des choses. Il y a juste un point qui n'est aujourd'hui pas encore pris en compte, c'est la problématique du droit transitoire. C'est un point qui fait partie de notre roadmap, donc on va commencer à y travailler. C'est-à-dire le fait de pouvoir dire ok, la loi a changé sur ce point, fais attention, ou alors rendre attentif justement l'utilisateur en disant ah bah il y a des débats parlementaires en cours, ce traitement-là ou ces dispositions vont changer, prends garde à ça dans ton analyse. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Comment conserver ces dossiers lorsqu'on achète un nouvel ordinateur? Alors malheureusement aujourd'hui on ne peut pas le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, prochainement on donnera la possibilité aux utilisateurs qui le souhaitent de stocker leur historique et donc également leur dossier sur nos serveurs. Mais aujourd'hui, étant donné que c'est stocké uniquement en local chez vous, dès le moment où vous changez d'ordinateur, vous n'allez pas pouvoir faire le transfert. La seule possibilité, ça va être pour vous de télécharger les choses sur votre dossier et ensuite les transférer sur le nouvel ordinateur. Avez-vous un schéma d'architecture de la solution? Quelle est la date de votre certification ISO 27001? Alors ISO 27001, on l'a pas encore. Ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place pour cette année, donc on l'a pas encore. Et puis au niveau du schéma de l'architecture, oui, on l'a en place. Dès le moment où il y a des discussions qui peuvent avoir lieu au niveau entreprise ou autre, on fait toujours des réunions avec notre équipe technique, en général les équipes techniques respectives en face, et on fournit toutes les informations nécessaires relatives à l'architecture, à la sécurité, etc. Si vous vous connectez, une fenêtre privée, les données disparaîtront lors de la fermeture. Oui, pas de possibilité de stocker les recherches et données. Effectivement, si vous vous connectez en navigation privée, ça va pas stocker en local chez vous, ça va pas stocker dans votre navigateur et donc vous allez pas avoir accès. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Est-ce que Silex réfléchit / vérifie le contenu même de la jurisprudence? J'ai eu un cas où la doctrine de la jurisprudence était fausse car non mise à jour suite à une modification du CP. Les juges et les auteurs ont recopié l'ancienne jurisprudence et doctrine sans réaliser que l'article du CP avait changé. Oui, alors ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la problématique du droit transitoire. On a conscience que ce point est très important, on va l'attaquer très sérieusement, mais aujourd'hui effectivement, quand il y a des changements de loi ou voilà, c'est possible que parfois ils le disent pas ou alors qu'ils prennent justement l'ancien article de loi. Donc c'est là où typiquement il faut un peu faire attention. C'est des cas qui sont quand même assez pas rare, mais voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Mais effectivement, il faut avoir un peu de vigilance. Euh, Petite note sécurité, les échanges sont stockés en local sur votre PC, rien c'est chez Stilex, top, si votre PC... Voilà, c'est exactement ça, tout à fait. Merci à Monsieur Cura pour ce commentaire. Avez-vous accès à la doctrine publiée en archive ouverte, par exemple celle de l'Université de Genève? Alors c'est des choses qui arrivent, justement, toute la donnée en open access, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, va arriver également. Donc on va donner la possibilité à nos utilisateurs non seulement de la consulter, mais également d'avoir voilà, de l'intégrer dans Silex pour faire de la recherche dessus. Est-ce que l'outil pour créer des arbres de décision, des infographies ou des visualisations plus faciles à digérer par les clients? Est-ce que l'outil pourrait... J'ai pas très bien compris la question, mais non, on n'a pas d'outil aujourd'hui pour créer des arbres de décision ni des infographies ou tout ce qui est visuel. Donc voilà. Question suivante. Quels sont les serveurs sur quels serveurs sont traitées et hébergées les données uniquement en Suisse? Oui, absolument. Tout est exclusivement stocké en Suisse, dans la région de Zurich.
Et puis au niveau des silos, tout se fera chez Infomaniac, donc 100% suisse, ça c'est garanti. Est-ce que le mode premium sera associé à un abonnement ad hoc ou bien l'abonnement standard l'intègre? Alors, on n'a pas, en toute transparence, on n'a pas encore défini le pricing de manière claire pour le mode premium. L'idée, c'est qu'on puisse quand même offrir quelques questions à tous nos clients qui puissent l'essayer justement pour le découvrir. Mais on communiquera dessus dès que ça sera prêt. Valentin vient d'envoyer, à 11h34, le lien du QR code pour créer un compte gratuit. Alors effectivement, on offre 7 jours d'essai à Silex pour tout le monde. Si vous souhaitez faire un test au niveau entreprise, au niveau de votre cabinet ou alors même un projet pilote, vous pouvez sans problème nous contacter. Et là, on est toujours ravis d'étendre la période d'essai. On peut aller jusqu'à 1 mois si nécessaire. Est-ce que les réponses de Silex peuvent être en anglais? Absolument. Aujourd'hui, Silex fonctionne en français, allemand, italien et anglais. Félicitations, un bon outil. Le mobile peut attendre versus le desktop. Merci beaucoup. On est ravis. Aujourd'hui, avant l'optimisation de prompt prévue dans la roadmap, avant de poser la question à Silex, est-il possible de faire du meta-prompting en demandant à Silex de concevoir un prompt le plus efficace possible pour un problème donné? Alors, personnellement, j'ai jamais essayé, mais je pense que oui, en mettant le mode libre, vous pouvez vraiment tout faire. Donc, je pense que ça va tout à fait être possible. Comment évoluera votre partenariat avec Forensis, des possibilités d'utilisation plus larges? Alors, Forensis est justement en train de lancer, c'est pas encore live, ça l'est que pour certains cabinets qui sont en fait des bêta utilisateurs. Et au niveau de l'évolution, alors on va évoluer et ça va être une collaboration long terme. Donc le but c'est vraiment que Silex puisse être disponible aussi pour les clients qui sont sur Forensis directement. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, Silex avec les fonctionnalités que vous connaissez et par la suite également avec les silos. Est-il possible d'intégrer manuellement les normes SIA, par exemple, afin d'affiner les réponses de Silex? Est-ce plutôt une fonction qui pourra intervenir avec l'option silo? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, vous pouvez uploader des documents. Ça va être aujourd'hui limité à 10 pages, prochainement une capacité un peu plus grande. Mais c'est vrai que si vous avez un silo, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dedans et c'est beaucoup plus simple pour vous. Qu'est-ce qui distingue principalement Silex des autres concurrents, notamment de Swisslex qui a également à présent une IA? Alors, très bonne question. De manière générale, l'environnement concurrentiel dans la legal tech est en train de se densifier. Il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent chaque jour. C'est un peu comme les champignons après la pluie. Beaucoup de legal tech qui arrivent. La grande majorité sont des wrappers sur une IA générique, comme je l'ai dit. Donc, en termes de qualité, ça va pas être la même chose. Et je pense que étant dans un domaine où la dimension qualitative est clé, c'est essentiel. Donc c'est la principale différenciation est vraiment au niveau de la qualité de l'output. Et la qualité est le résultat de diverses choses, du fait qu'à l'interne on maîtrise le droit, du fait que on est une legal tech qui est basée à l'EPFL et qui investit beaucoup dans la R&D, qu'on a construit justement une architecture qui est spécifique au domaine juridique, qu'on tend à éliminer les hallucinations et puis également qu'on respecte scrupuleusement le secret professionnel. Et également, si je peux me permettre, qu'on a des capacités pour offrir de la flexibilité. On offre une API et donc pour certains de nos clients, on va pas juste venir en étant un outil de plus. On peut s'intégrer dans leur workflow. Donc à chaque fois qu'il y a des besoins spécifiques, on a les ressources nécessaires pour y répondre. Serait-il possible d'avoir une mise à jour des commentaires qui pourront être intégrés dans Silex? Une mise à jour des commentaires qui pourront être intégrés dans Silex. Vous voulez dire de recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a des nouveaux auteurs qui publient dans le commentaire? Je suis pas sûre de comprendre la question. Volontiers si vous pouvez préciser plus bas.
Alors, il est très probable que deux avocats qui traitent le même dossier, donc partie adverse, utilisent les deux silex en utilisant la fonction avocat du diable. Est-ce que vous avez une réaction à ça? Non, on n'a pas spécifiquement de réaction à ça parce qu'il est également très probable aujourd'hui que deux avocats partie adverse utilisent Swisslex, Legalis ou d'autres solutions. Donc finalement, étant donné qu'on est un outil d'aide à la recherche juridique, on pense que la stratégie doit quand même rester celle de l'avocat. Et en fait, on vient être une aide à ça, simplement comme d'autres outils existants aujourd'hui. On n'a pas vocation à être un produit fini finalement. L'avocat va quand même passer derrière en général. Est-ce que la base de données Silex contient des ouvrages juridiques des éditeurs juridiques tels que Stempfli? Aujourd'hui, non, pas encore le cas. Je ne partage pas la comparaison faite avec Omnilex. Les hallucinations sont très fréquentes et les résultats souvent pas exploitables. Alors voilà, chacun a un avis là-dessus et si vous êtes satisfait chez Omnilex, c'est tant mieux. Je pense que chacun a une utilisation différente des outils IA, des fonctionnalités et voilà, libre à chacun de choisir ses outils. Combien coûtera la version premium? Aujourd'hui, on n'a pas encore défini de prix. Silex peut-il accéder à notre documentation juridique locale et l'interroger sur les cas? Oui, absolument, et ça passe par les silos. Comment facturer des honoraires corrects avec une référence à l'utilisation de l'IA? Alors ça, je pense que ça va vraiment dépendre de chaque personne. L'IA aujourd'hui est un sujet sur la table pour tous les professionnels du droit, indépendamment de Silex d'ailleurs, et je pense qu'il appartient à chaque avocat de voir comment il veut répercuter ou non sur ses clients les gains d'efficience qu'il fait. Je pense aussi que suivant le domaine d'activité, on peut avoir plus ou moins de pression. Typiquement, je pense que les avocats qui font du contractuel aujourd'hui sont face à une clientèle qui, à tort, pense qu'on peut faire un contrat sur ChatGPT, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, je ne peux pas répondre à cette question. J'expérimente régulièrement des erreurs grossières, telles un article du CO cité qui n'existe pas ou une société soi-disant inscrite au RC qui ne l'est pas. Comment expliquer cela? Alors, Silex n'a pas accès au registre du commerce, donc on ne va pas pouvoir vous dire quelle société est ou non inscrite au registre du commerce. Donc ça c'est pas un sujet. Et si vous avez des erreurs, on vous invite à nous les partager volontiers via la plateforme. Vous avez un petit bouton feedback ou alors on nous envoie un email. On regarde très attentivement justement le feedback. Donc quand vous le partagez, vous pouvez nous copier-coller en fait simplement la réponse, pardon, la question que vous avez posée. Et ensuite, on va regarder ça avec notre équipe technique parce que voilà, normalement, il ne doit pas y avoir d'erreur. Mais si vous utilisez un LLM, par exemple d'OpenAI, vous devez bien envoyer la requête de l'utilisateur, ce qui veut dire que tout ne peut pas être stocké uniquement en local. Alors, j'ai mes limites au niveau technique. Je sais que c'est une question qui a déjà été posée plusieurs fois à notre équipe technique. Je ne sais pas si Valentin, toi personnellement, tu te souviens de la réponse ou pas. Je me rappelle plus des explications. Cependant, je peux vous garantir que même s'il y a un LLM qui intervient, votre question et la réponse ne transitent pas par ça. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est que vous envoyez un petit email à hello@silex.legal. On va vous répondre et ensuite cette question, je pense qu'on va la mettre dans la FAQ parce que c'est une question qui vient souvent et on garantit vraiment le secret professionnel, donc comme ça tout le monde pourra savoir qu'il n'y a pas de souci. Alors, ce que je peux partager, je vais me permettre une petite remarque ici pour compléter la réponse. Effectivement, donc ce qui se passe, c'est que, évidemment, même si rien n'est stocké, les informations, quand vous posez une question, sont quand même envoyées vers nos serveurs. Donc, ce qui se passe, c'est dès que vous posez une question, l'information au début, elle est envoyée sur nos serveurs à Zurich, et, et avant qu'il y ait l'intervention du LLM, notre système IA, notre code, va chercher les sources pertinentes à votre question. Donc d'abord, on va chercher dans notre propre base de données quelles sont les sources pertinentes. Donc à ce moment-là, il n'y a pas encore d'LLM impliqué. Et tout à la fin, une fois que notre code il a trouvé toutes les sources pertinentes, c'est tout à la fin, pour formuler la réponse, que le LLM va être mis en place. Donc c'est pour formuler la réponse que nous utilisons le LLM. Et une fois que le LLM formule la réponse, il renvoie la réponse finale sur votre ordinateur, sur votre appareil, et
chez le LLM, rien n'est stocké. Donc dès que ça s'est passé, il n'y a aucune trace de la question. Exactement. Et on n'entraîne pas nos modèles avec les données de nos clients. Donc ça, c'est pour répondre aussi à la question suivante qui dit est-ce que Silex est... Alors, pardon. Qui nous dit pas de risque de communication entre deux parties adverses, donc pas d'enrichissement au fur et à mesure des cas traités. Ça, c'est absolument le cas. On n'entraîne pas nos modèles avec les données de nos clients. Est-ce que Silex est en mesure d'identifier les demandes lacunaires et de poser les questions pertinentes pour compléter l'état de fait? Alors, ça va dépendre de quelle partie on parle. Si on parle de la partie en droit, oui, définitivement, vous pouvez demander ça à Silex. Si c'est la partie en fait, ça va pouvoir le faire dans une certaine mesure. Si vous lui soumettez un état de fait, la limite, disons que ça va toujours être ce nombre de 10 documents. Et là où en fait le mode premium va tout changer, c'est qu'on va partir dans une logique de résolution de cas, où en fait vous allez vraiment lui soumettre votre cas, et là c'est Silex qui va vous dire il me manque tel et tel document, il y a des contradictions en fait entre cet email qui a été envoyé et ce qu'avait dit cette partie. Donc là ça va vraiment être voilà. Alors j'ai juste mon CTO qui vient de me répondre et qui m'a dit que le LLM tourne sur nos instances, donc n'envoie rien. Donc on fait pour la partie LLM, on le fait tourner en local sur nos serveurs et ça n'envoie jamais rien à l'extérieur. Donc c'était l'explication qui me manquait à la réponse qui était celle que je vous avais donnée. Alors, question suivante. Silex est-il capable de gérer les spécificités du droit cantonal, loi et règlement? Durant mon essai, j'ai notamment eu un problème avec une recherche en matière de marché public. Silex n'a pas été capable d'identifier les dispositions cantonales, règlements sur la passation des marchés publics genevois. Silex renvoyait constamment à la loi fédérale, même après lui avoir mentionné le RMP. Ce qui est très important de faire dès le moment où vous avez besoin des sources cantonales, c'est de cocher la case. On a ces filtres où en fait, par défaut, le choix qui a été fait, c'est qu'on exclut toutes les sources. Donc, hormis les sources fédérales. Donc, si vous avez besoin de jurisprudence cantonale, de règlement, de publication de l'administration, circulaire de la FINMA ou peu importe, il faut aller cocher les cases respectives. Donc ça, c'est très important. Si par exemple, dans le texte de la question, je lui dis que c'est une question qui porte sur le canton de Vaud, mais que je ne coche pas la case Vaud, on va pas pouvoir enclencher les sources. Donc il faut vraiment bien le faire. Pourquoi cette limite à 10 pages? Pour des raisons économiques, mais comme j'ai dit, elle sera probablement elle va être augmentée. J'aimerais pouvoir remettre l'entier de cette présentation à nos décideurs afin de les convaincre de l'efficacité de Silex. Merci. Est-ce possible de recevoir la vidéo qui comprend également les réponses aux questions posées? Oui, tout à fait. Je pense que l'enregistrement est toujours en train de tourner et que vous allez recevoir le replay en début de semaine prochaine. Je me Comment? permets vite fait, pardon, je me permets de rebondir sur la question aussi, pourquoi la limite à 10 pages, en plus d'une raison économique, c'est aussi une raison liée au maintien du secret professionnel. Parce que si on veut pouvoir garantir que les documents uploadés dans le chat ne sont pas stockés chez nous, c'est uniquement possible jusqu'à une certaine taille. Donc on sait que voilà, jusqu'à 10-20 pages, on peut processer la question, la réponse, sans devoir stocker le document. Au-dessus, c'est plus compliqué, donc on est en train d'y travailler, mais juste pour que vous sachiez, c'est aussi lié à ça. Oui. Et c'est pour ça qu'ensuite, il faudra, si c'est vraiment des gros volumes, il faut passer par les silos. Comment cela se passe pour les abonnements en entreprise, respectivement dans une administration cantonale? Est-ce qu'il y a des abonnements forfaitaires ou les montants des abonnements sont-ils individuels? Oui, alors absolument. Dès le moment où il y a une volonté de prendre plusieurs licences et de faire un plan entreprise, il faut nous contacter et on va toujours vous faire la meilleure offre possible qui soit la plus adaptée. On a un certain nombre d'administrations cantonales qui sont également clientes. Est-ce que Silex a déjà pensé aux tâches spécifiques des administrations publiques comme la légistique, rédaction de nouvelles lois et règlements par exemple, ou leur modification? Alors, tout à l'heure, je vous disais que justement, on a la capacité, disons une certaine flexibilité et grâce à notre équipe technique, on a les ressources pour prendre en compte certaines demandes. Aujourd'hui, non, on n'a pas encore pensé à des cas d'usage comme la rédaction de nouvelles lois et règlements parce que ça ne concerne pas la majorité de nos clients, mais c'est des discussions qu'on peut volontiers initier ensemble.
Quels commentaires ont été intégrés dans Silex? Existe-t-il une liste? Alors les commentaires aujourd'hui, c'est vite vu, c'est juste le online commentaire. Par contre, justement, on est en train de travailler en direct avec les auteurs de doctrine pour pouvoir également enrichir notre base de données. Pour ma part, je suis entièrement satisfait de Silex. Il convient effectivement d'être critique et cela avec toutes les IA. Merci pour ce commentaire. Est-ce que Silex peut analyser un projet de contrat, identifier les risques et proposer du drafting pour modifier certaines clauses? Oui, absolument. Par contre, il faut bien faire attention d'enclencher le mode libre. Si vous êtes dans le mode classique, vous allez toujours être, disons, limité par cette structure un peu style avis de droit. Donc, dès que vous mettez le mode classique, Silex peut tout à fait faire ça. Impossibilité de transférer d'ordinateur à ordinateur. Que veut dire cela dans le cas où une étude a un modèle style Citrix et qu'il n'y a probablement plus la notion de poste local? Oui, alors justement, pour les entreprises qui travaillent de cette façon, c'est les silos qui arrivent. Comme ça, vous pouvez avoir accès à tout et également la possibilité de stocker tout ce que vous souhaitez sur nos serveurs. Silex utilise-t-il les questions des utilisateurs pour s'enrichir? Réponse oui, non. Réponse non, absolument pas. Comment transmettre facilement notre feedback pour transmettre justement des erreurs? Alors vous pouvez le faire directement via la plateforme, vous avez un petit bouton feedback ou alors nous envoyer un email directement à l'adresse hello@silex.legal. Existe-t-il une newsletter ou un autre moyen de savoir lorsque des nouveautés sont implémentées dans Silex, par exemple limite de pages à uploader, nouveaux auteurs, etc. Alors ça c'est un très bon point. Oui, on est en train de mettre en place une newsletter qui va arriver très prochainement. On a également une newsletter juridique. On travaille avec plusieurs auteurs qui font une veille jurisprudentielle dans certains domaines. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut justement partager à l'ensemble de nos clients. Donc, en cochant les cases respectives pour les sources, on n'exclut pas les sources fédérales. Absolument. Si vous cochez les cases, par exemple cantonales, ça vient s'ajouter en plus, ça n'exclut pas le fédéral. Quel sera le prix pour l'ajout du mode silo? Alors le silo, ça va être fonction de la volumétrie et de la complexité des documents. On va publier une grille spécifique pour ça. Le but, c'est que ça reste accessible pour tout le monde, mais c'est pas un prix qui est fixe que je peux vous communiquer comme ça. Ça dépend de plusieurs facteurs. Existe-t-il le moyen de créer des templates / modèles pour des questions récurrentes ou des méthodes complexes de workflow? Alors, si vous parlez des agents, oui, c'est quelque chose qui va arriver. Aujourd'hui, vous pouvez déjà créer des templates ou des modèles. Si vous avez des questions récurrentes ou des workflows à mettre en place, ça va passer par les agents. Où est situé le bouton de feedback? Alors, je vais arrêter mon partage d'écran et je te laisse, Valentin, peut-être montrer où se trouve le feedback. Ça marche. Allons-y. Bouton feedback. Donc, juste pour que vous voyez ici, si je retourne donc dans l'historique, sous n'importe quel chat, ce que je peux faire, c'est que je scrolle jusqu'à tout en bas de la réponse. Donc, dans la première réponse, c'était ici. On peut copier et c'est marqué ici donner son avis. Et là, vous pouvez partager votre avis sur la réponse. Évidemment, faut nous autoriser à collecter les informations sur cette réponse. Donc, ça se trouve ici en bas de chaque réponse. Super, merci. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je sais pas s'il en reste d'autres, mais j'ai pas l'impression. Non, c'est tout. C'est Donc, tout bon. Il y en avait certaines dans la oui, section Q&A, mais elles ont ok. toutes été Elles ont- pratiquement répondues aussi. Hmm. Parfait. Alors, un grand merci à tous. Dans tous les cas, on reste évidemment à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse que Valentin a copiée, donc non, que Dan a copiée, hello@silex.legal. Un grand merci à tous pour votre participation et à bientôt sur Silex. Bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir.